À 7h39, pas d'idée claire de Sylvain Kahn, un peu souffrant. L'hiver est terrible, nous lui souhaitons de se rétablir et nous le retrouverons bien sûr lundi prochain. Alors aujourd'hui, au menu, banque, budget européen, réforme, les gouvernements à l'heure des décisions. Sachez que donc les députés français entameront demain l'examen du projet de réforme bancaire du gouvernement. Un texte promis par François Hollande avant son élection pour limiter les dérives des établissements de crédit, mais dont la portée réelle est limitée. Alors la réforme entend imposer aux banques françaises d'isoler d'ici à 2015 leurs activités pour compte propre, interdire des pratiques risquées comme le trading à haute fréquence, le HFT, et renforcer les pouvoirs de l'autorité de contrôle prudentiel, un organe rattaché à la Banque de France. Elle veut aussi la réponse de la France au sauvetage public de plusieurs banques européennes décidées dans les mois suivant la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Et plusieurs spécialistes donc dénoncent cette réforme comme une réforme plutôt à minima, les banques françaises, dès le départ, étant opposées à ce projet. L'organisation Finance Watch, très en pointe sur ce dossier depuis la rentrée, répète à l'envi que le texte n'est pas assez exigeant en matière de séparation et que la taille du bilan des banques continue de présenter des risques pour la stabilité du système financier. En revanche, l'UMP et le reste de la droite, pour l'instant, ont plutôt été silencieux jusqu'ici, car le gouvernement a opté pour une réforme plutôt modérée en matière de réglementation et on attendra davantage les amendements. Alors, réforme à minima ou réforme au contraire trop osée pour les uns ou pour les autres? Nous allons essayer de comprendre de quoi il retourne aujourd'hui avec nos invités. Et quels invités? Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. Ancien président du Crédit Lyonnais, vous nous éclairez sur cette réforme dont vous avez déjà un peu commenté quelques contours dans la presse. Et Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du mensuel Alternative économique et qui publie tout récemment aux éditions du Seuil le Made in Germany, le modèle allemand, au-delà des mythes. Alors, peut-être pour être clair d'abord et bien comprendre, de quoi cette réforme est-elle le nom, Jean-Pierre Levade? Est-ce qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on a pu croire au départ, de séparer les banques de dépôt des banques d'affaires, mais de séparer les activités au sein des banques? Bien sûr, nous avons, avec un ou deux autres pays européens, ce qu'on appelle des banques universelles, c'est-à-dire des banques qui sont à la fois des banques de crédit et de dépôt classiques, ce qu'on appelle des banques intermédiaires. Vous allez chercher un crédit, il est financé par des dépôts, c'est-à-dire par de la monnaie, de la création de monnaie. Mais ces banques universelles, elles ont aussi une activité d'intermédiaire sur les marchés, intermédiaire entre de l'épargne déjà constituée qui vient se placer en financement du système productif sous forme d'actions ou d'obligations. Pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je suis sûr que nous allons revenir, il y a un certain nombre d'observateurs d'économistes qui disent il n'est pas sain d'avoir les deux métiers dans le même ensemble. Il faut les séparer. La réforme en cours est non pas une séparation, c'est, une première étape, à mes yeux, c'est le début du tracé d'une frontière à l'intérieur des banques universelles entre ces deux activités, ce qui devrait permettre au moins d'y voir un peu plus clair sur les risques pris de chaque côté de la frontière et sur l'alimentation en liquidité de chacune des deux parties. Mais c'est-à-dire quoi? Il s'agit au fond d'essayer de revenir à la régulation et à tout le moins une sorte de transparence sur des questions de spéculation, de pas spéculer, les uns ne devant pas spéculer ou plus spéculer avec l'argent des autres, grosso modo. Guillaume Duval. Oui, le problème, c'est que la finance, ça fonctionne suivant un principe qui est assez simple pour l'instant, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que dans la mesure où ces banques sont très importantes, c'est très importante notamment pour les dépôts des Français et pour la sécurité du système économique, quand les financiers spéculent, s'ils gagnent de l'argent, c'est très bien pour leur banque et c'est très bien pour leur bonus.
plus, mais quand ils en perdent et qu'ils en perdent beaucoup, il faut que les pouvoirs publics viennent à leur secours pour éviter que les banques ne s'écroulent. Donc on cherche à l'heure actuelle ce qu'avaient refusé de faire les États-Unis dans le cas de Lehman Brothers. Oui, mais on a vu les conséquences. Donc ce qu'on cherche partout dans le monde, et notamment en France avec cette loi, c'est les moyens de faire en sorte qu'on continue à garantir bien sûr les dépôts des clients et à leur donner confiance dans l'avenir des banques, sans avoir pour autant à financer les pertes sur les activités spéculatives. Ce qui nécessite effectivement ce que vient de dire M. Perlevade, à savoir qu'on trace la frontière entre ces deux types d'activités au sein de ces banques universelles. Pour l'instant, personne ne s'est vraiment orienté à l'échelle internationale, on peut le regretter peut-être, mais personne ne s'est orienté vraiment vers une division des banques, casser les banques en plusieurs morceaux, mais plusieurs pays, dont le Royaume-Uni notamment, cherchent à tracer des frontières au sein des banques pour les obliger à filialiser un certain nombre d'activités. Donc un disent à être plus dur et plus sévère, on va dire, que ne l'est la France en termes de réforme. Donc là, à l'heure actuelle, dans le projet de réforme tel qu'il se présente au Parlement, la frontière est effectivement tracée de manière très, très, très limitée. C'est-à-dire qu'il semblerait que les activités qui seraient concernées par cette filialisation, excusez-moi. Et ces activités qui ne seraient pas couvertes par les garanties publiques représenteraient une fraction très faible des activités des banques. C'est ce qui est au cœur des critiques. Jean-Pierre Levade ? Je voudrais faire deux remarques à ce sujet. Premièrement, Guillaume Duval dit d'un côté les activités de crédit, de l'autre côté les activités spéculatives. Je regrette beaucoup qu'on essaye de stigmatiser un des deux métiers par rapport à l'autre. Ah oui, mais c'est qu'entre-temps, il y a eu la crise financière, Jean-Pierre Levade, et que les banques sont dans le collimateur. Laissez-moi aller jusqu'au bout de l'analyse, s'il vous plaît. Les banques de crédit font aussi de temps en temps du mauvais crédit. Il arrive à des banques de crédit et de dépôt d'avoir de grandes difficultés parce qu'elles font du mauvais crédit. On ne dit pas. Une d'ailleurs. J'en connais une d'expérience que j'ai dû redresser. Donc ça n'est pas le risque, le mauvais risque n'est pas réservé aux activités dites spéculatives. Deuxièmement, cette finance de marché, une fois de plus, la rencontre de l'épargne déjà constituée avec les besoins de l'appareil productif, cette finance de marché, nous allons en avoir de plus en plus besoin. Donc il ne faut pas la stigmatiser. Le problème de la séparation tient au fait que les risques de part et d'autre de la frontière sont de nature très différente. Et donc on peut se poser la question fondamentale de savoir si une même institution financière doit pratiquer les deux métiers. C'est ça la vraie question. Deuxième remarque, la réforme anglaise, à point d'application 2019. Donc les Anglais, ils ne sont pas pressés. Deux, je le rappelle au passage, ils n'appartiennent pas à la zone euro. Et en ce qui me concerne, je souhaiterais vivement qu'ils s'en aillent loin dans l'Atlantique. Troisième remarque, ce début de tracé de frontières, même si personnellement, de ce point de vue-là, je rejoins Guillaume Duval, je l'aurais marqué de manière un peu plus explicite, un peu plus prononcée, il faut bien voir que ça s'intègre dans un mouvement européen dont nous ne pouvons pas ignorer le calendrier. Ces affaires-là sont extraordinairement complexes. Le législateur ne peut poser que de grands principes. Je mets quiconque au défi de décrire les dizaines et dizaines de produits financiers dont on parle. Et donc, celui qui va appliquer la règle, celui qui va définir exactement la frontière, celui qui va éventuellement la renforcer, c'est le régulateur. Or, le régulateur français, dans un certain nombre d'années, il aura disparu au profit d'un régulateur européen, ce qui est une très bonne chose. Et donc, il ne faut pas préempter, si je puis dire, la totalité de l'évolution à venir. Comment expliquez-vous tout de même que, pour les observateurs extérieurs, et qui ne sont pas aussi spécialistes que vous de la chose, monsieur Perlevade et monsieur Duval, tout de même, on se souvient que c'est une promesse au départ de campagne électorale du président de la République. Mon ennemi, c'est la finance, et qu'on était encore, et on est toujours dans un climat de suspicion très grand vis-à-vis des banques et de leur soi-disant transparence, qui consiste à penser tout de même qu'au fond, quand une banque fait faillite
faillite parce qu'elle a un peu trop spéculé et mal, ou qu'elle a voulu trop jouer au casino, quand elle fait faillite, c'est moi, client de base de ma petite agence d'arrondissement ou ailleurs en province, qui vais être obligé de payer pour une spéculation bancaire qui aura notamment joué avec mon argent et qu'elle ne peut plus me rendre. C'est de là tout de même que c'est venu au départ et que l'on estimait que cette promesse de campagne mettrait, on va dire quoi, plus de morale et de vertu dans un système auquel, cela dit, on ne comprend en général rien, Guillaume Duval. Oui, mais il y a effectivement Mais il y a une demande de sanctions. Il y a une demande de sanctions. C'était un engagement très fort de ou à défaut de sanctions, pardon, de surveillance, on va dire. Mon ennemi qui n'a pas de nom et qui s'appelle la finance, etc., il l'a dit clairement. Parole démagogique à mes yeux. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'articulation entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Europe. Donc, Monsieur Liikanen a rendu un rapport à la fin de l'année dernière au niveau européen. Monsieur Barnier, qui est le commissaire européen en charge de ces choses-là, doit présenter des propositions législatives dans les prochaines semaines. On a le sentiment qu'il y a une certaine confusion dans les différents pays européens sur ce qui est en train de se faire. Et parce que les banques n'ont pas le même rôle. En particulier, on a le sentiment que finalement, le gouvernement français, en présentant sa loi juste avant donc, que les directives, enfin les projets de directives européennes arrivent sur la table des instances européennes, essaye de préempter le débat et essaye justement de limiter les choses qui seront imposées au niveau européen aux banques et aux banques françaises en particulier. Donc c'est vrai que le rapport Liikanen allait a priori plus loin dans la volonté de séparer les activités que ce qui est prévu à l'heure actuelle par le projet de loi français. C'est ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que c'est le lobby bancaire qui a fait pression finalement sur Bercy et que loin de dompter la finance, il s'agit de préserver les intérêts de la finance, en tout cas des banques françaises. Mais est-ce que cela ne vient pas du fait, tout simplement, Jean-Pierre Levade, que au fond l'économie française, pour son financement, dépend à peu près à 2/3, elle dépend des 80% du système bancaire. 80%. Et que donc le système bancaire, il a plus, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays d'Europe. Donc le système bancaire et les banquiers français, ils ont effectivement le législateur dans la main. Il ne faut pas non plus exagérer. Je vous vois froncer les sourcils. Je voudrais rappeler que des banques universelles au niveau européen, il y en a 4 ou 5. Pas plus, c'est-à-dire des banques qui sont à la fois très actives sur le marché du crédit et très actives sur les marchés financiers. BNP, Société Générale en France, Deutsche Bank en Allemagne, Barclays au Royaume-Uni. Et puis la liste est à peu près complète. Les autres sont beaucoup plus spécialisés. Et donc, je pense que la vraie question, en fait, c'est une question de conception de la régulation de l'ensemble marché du crédit et marché financier. Pourquoi je regrette la stigmatisation et les paroles démagogiques ? C'est que quand on regarde l'histoire financière du monde, elle est faite d'une longue succession de faillites, depuis la première banque qui a été créée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça n'a jamais arrêté. Et donc, la régulation n'a jamais été jusqu'à présent suffisamment pensée pour s'opposer à ce genre de dérive. Et ce que je regrette, c'est que dans le climat actuel de stigmatisation, de paroles définitives, de votes la nuit, de textes auxquels le législateur ne comprend, à mon avis, pas grand-chose. C'est peut-être ça le souci. On oublie de regarder de manière calme, froide, les principes de base de ce que devrait être la régulation d'une finance moderne. Mais vous dites effectivement que la nuit, le législateur vote parfois des textes qu'il ne doit pas vraiment comprendre, ou en tout cas propose des amendements à des lois sur des sujets que parfois il ne comprend pas. Témoin, c'est ce qu'a raconté, notamment, je crois, c'est dans Libération, le journaliste de Libération, de l'audience, notamment de Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, à qui les députés demandaient pourquoi il n'avait pas l'air, au fond, plus gêné que ça, et le silence des banques sur cette réforme dont on pensait que les banques pousseraient des cris d'orfraie. Au fond, ils ne l'ont pas été tant que ça, et Frédéric Oudéa de répondre, mais vous savez, très calmement, parce que votre réforme ne concernera sans doute que 1% de l'activité bancaire française. Et moi, stupeur dans l'Assemblée.
Guillaume Duval. Donc cette loi ne servira tout de même au fond à rien si elle concerne 1% ou 2 ou 3 selon d'autres % de l'économie française. Oui, c'est vrai que c'est la critique qui est faite à juste titre à ce projet, en tout cas dans l'état où il arrive à l'Assemblée nationale. Et il peut, et j'espère qu'il y aura, en particulier sur cette question de la taille des activités à filialiser, des amendements. Mais simplement, il faut bien avoir conscience qu'il y a effectivement derrière tout ça deux réels problèmes, même si les banquiers ont tendance à instrumentaliser ce genre de questions, à savoir que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire pour éviter que les banques prennent dans le futur autant de risques qu'elles en ont pris dans les années 2000, pour amener à cette crise financière d'aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire pour ça risque aussi d'avoir des effets de freinage de l'activité économique, puisque tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, consiste quand même à leur dire d'être plus regardantes quand elles donnent du crédit, de mettre plus d'argent de côté quand elles distribuent de l'argent à des acteurs économiques, etc., etc. Donc ça peut avoir des effets de freinage dans l'immédiat sur l'activité économique, sur la reprise de l'activité économique, et on sait qu'on n'en a pas besoin. Donc effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on fait, mais dans l'immédiat, on peut dire que le gouvernement français a été plus que prudent, et en tout cas a bien tenu compte des avis des grands groupes bancaires français. Et ça veut dire quoi, qu'ils ont plié sous le lobby, ou que c'est plutôt la réelle politique qui a repris le dessus, Jean-Pierre Levade, et qu'il n'y avait peut-être pas tant besoin de loi après avoir poussé les cris électoraux que l'on sait chez les uns et chez les autres? À nouveau, c'est la passion d'hier qui fabrique la timidité d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Une fois de plus, on a besoin surtout de réfléchir et de travailler dans la sérénité. Je voudrais peut-être, pour que les choses soient encore plus simples, rappeler le débat fondamental qu'il y a autour de la finance. Quand vous êtes un particulier ou une PME, que vous demandez un crédit et que le banquier vous le refuse, il est frileux, il ne prend pas de risques, il ne fait pas son métier. Si il accorde des crédits à tous les gens qui lui demandent et qu'il fait faillite, on dit qu'il spécule et que la finance est notre ennemi parce qu'elle oblige l'État à venir au secours. C'est ça le débat fondamental. C'est pas un débat facile à trancher. Quand on rentre dans le détail des produits, dans le détail des techniques, dans le détail des métiers, la question simple du régulateur et du banquier, ils ont en général des réponses éventuellement différentes, c'est quand est-ce que je dois dire oui à un crédit, quand est-ce que je dois dire non. Et la stabilité du système financier dépend de la réponse à cette question. Est-ce que également il n'y a pas l'État des banques en Europe, voire et jusqu'à en France, qui pose aussi réflexion et souci dans l'approche justement de ce que doit faire le législateur vis-à-vis des banques? Il y a des menaces de faillite et de banques encore un peu partout en Europe en ce moment. Vous avez raison, mais pour bien m'illustrer, il y a des banques qui sont attachées au marché financier, qui ont eu d'énormes difficultés. Je pense en France, par exemple, à Dexia, dont on ne parle pas parce qu'on est honteux on préfère passer sous silence. Mais je prends un autre exemple qui est l'exemple espagnol. Toutes les caisses d'épargne espagnoles sont en difficulté aujourd'hui, voire en faillite ou en quasi-faillite. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait du crédit immobilier à tour de bras, c'est-à-dire du crédit à l'économie réelle. Donc vous voyez bien que des deux côtés de la frontière, il peut se passer des choses désagréables. Un tout petit mot, Guillaume Duval. Juste un mot, c'est simplement pour dire, il ne peut pas y avoir de bonne régulation des banques à l'échelle nationale en Europe. Parce qu'à l'échelle nationale, chacun voudra préserver les intérêts de ses banques. La bonne régulation des banques, celle qui les contraint vraiment à être sérieuses, elle ne peut être qu'européenne. Et c'est un peu le problème de la loi française. À 8h16, bon pied, bon oeil, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, oui, de retour, back in business. L'esprit européen fait défaut, c'est ainsi que j'ai intitulé cette chronique. Au terme de la négociation entre les 27 chefs d'État et de gouvernement de vendredi dernier, le budget européen prévisionnel pour les années 2014-2020 accuse, pour la première fois de son histoire, une baisse. Moins 3% par rapport à 2006-2013. Alors, on va voir point par point le budget de la PAC, qui absorbait près de 40% du total, est ramené de 420 à 373 milliards. On peut dire quand même que François Hollande a sauvé l'essentiel pour les agriculteurs français. Les fonds structurels qui permettent
la mise à niveau des petits nouveaux d'Europe centrale et du Sud conserve leur deuxième place, mais ils passent de 354 à 324 milliards. Un nouveau fonds destiné à améliorer l'emploi des jeunes est créé, qui se voit doté d'un budget de 6 milliards, mais l'aide alimentaire aux plus démunis, elle, perd 1 milliard. Le budget consacré aux infrastructures est sérieusement amputé, moins 10 milliards. De toute façon, il sert surtout à financer la construction de ronds-points en Roumanie et non pas à susciter les champions européens industriels dont nous aurions tant besoin. Les dépenses administratives, 8% du total, tout de même, continuent, elles, d'augmenter malgré la mauvaise humeur de l'opinion britannique qui est très remontée, comme on sait, contre les technocrates de Bruxelles. Relevons que c'est au tour des médias allemands de protester contre une haute fonction publique européenne qui prêche volontiers la rigueur aux gouvernements nationaux, mais ne se l'applique pas à elle-même. Selon Die Welt am Sonntag, 4365 fonctionnaires européens touchent, tenez-vous bien, des salaires égaux ou supérieurs à celui de la chancelière allemande, soit tout de même 16 275 € par mois, sans acquitter des impôts de même niveau. Politiquement, c'est un succès pour David Cameron, tout le monde l'a dit. Le coup de bluff du Premier ministre britannique « Retenez-moi ou je renverse la table » s'est révélé payant. Pour garder la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, Angela Merkel, qui redoute le face-à-face avec la France, lui a cédé sur tout. Fort du maintien de sa fameuse ristourne, David Cameron est rentré à Londres avec des arguments pour convaincre ses eurosceptiques que le Royaume-Uni pesait en Europe et qu'il n'était pas utile donc de prendre le large. Une coalition comprenant, outre les Britanniques et les Allemands, les Néerlandais, les Danois et les Suédois, l'a donc emporté face au front des pays du Sud mené par la France. Victoire provisoire puisque le Parlement européen pourrait bien refuser ce budget de rigueur communautaire. Mais si l'axe franco-allemand s'est brisé sur le budget européen, il manifeste sa solidité sur la réforme bancaire. Les projets de loi déposés presque simultanément par Pierre Moscovici et Wolfgang Schäuble vont exactement dans le même sens, celui d'une réforme bien plus modeste que celle préconisée par le rapport Liikanen. Pas question de tracer des frontières étanches entre activités de banque de dépôt et de banque d'affaires et de réserver la garantie de l'État au premier on n'est plus dans les années 30 et les États-Unis eux-mêmes se sont bien gardés de revenir au fameux Glass-Steagall Act de 1933. Non, la logique préconisée par les Français et les Allemands est de distinguer entre les opérations de marché menées pour le compte de la clientèle, qui peuvent être conservées dans le cadre de la banque universelle, et celles que la banque effectue à des fins de spéculation pour son propre compte. Seule celle-ci devrait être isolée au sein de filiales spécialisées et en cas de faillite, ce serait le problème des actionnaires et non pas celui des contribuables. On accuse beaucoup le lobby bancaire d'avoir obtenu une réforme à minima. Mon Dieu, c'est fondé. On verra ça avec M. Perlevade, mais deux bonnes raisons militent en faveur de précaution. Primo, nous avons besoin des banques pour financer l'économie par le crédit. Alors que le comité de Bâle alourdit les contraintes qui pèsent sur leur bilan, il serait contre-productif de les brider davantage. Secondo, nous vivons dans un monde concurrentiel. L'Europe n'a pas intérêt à voir les capitaux fuir Paris et Francfort pour se réfugier à Londres ou à Singapour. Reste que l'union bancaire qu'on nous promet devrait passer par une réglementation européenne et non pas par la multiplication d'initiatives nationales plus ou moins bien coordonnées. Mais comme on sait, c'est l'esprit européen qui précisément fait défaut. Et l'esprit européen qui fait défaut. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réaction, commentaires. Jean Perlevade, Guillaume Duval, Jean Perlevade. Je pense que Brice a fondamentalement raison en disant que cette question devrait être traitée à l'échelle européenne. On en a parlé déjà tout à l'heure avec Guillaume Duval. Et donc, à nouveau, on voit bien comment ce que j'appellerais cette fois-ci les égoïsmes politiques nationaux font que l'Allemagne, la France essayent de préempter à leur niveau une réforme qui devrait être conçue et débattue au niveau européen. Mais est-ce que vous ne voyez pas là, justement, quand on parle de défaite de l'esprit européen, quelque chose qui serait similaire aux débats qui ont vu le jour avec l'intervention française, l'intervention de la France au Mali, où on a considéré finalement que sur le plan militaire, justement, et guerrier, la France était bien seule et que l'Europe, une fois de plus, là, de la défense, faisait défaut. D'aucuns auront dit aussi également que si elle faisait défaut, elle le ferait d'ailleurs encore longtemps, parce que comment décider, et à combien, 18, 20 ou 27, de partir en guerre contre
des terroristes où qu'ils soient, là encore, la décision aurait été sans doute plus longue encore que celle prise par un seul homme, le président de la République française. Donc ce sont des débats sans fin en même temps. Guillaume Duval. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une phase extrêmement dangereuse sur le plan européen pour la raison suivante. C'est Monsieur Draghi a sorti le gros bazooka de la BCE à l'été dernier et ça a réussi à calmer la spéculation sur les marchés financiers, sur les dettes publiques. Paradoxalement, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait que sous la pression de la spéculation et du risque immédiat d'explosion de la zone euro ou de faillite d'un État souverain quelconque que les gouvernements de la zone euro et de l'Europe en particulier, mais en tout cas au moins le gouvernement allemand et le gouvernement français, étaient contraints d'avancer vers davantage d'intégration politique. Le problème, c'est que cette contrainte a disparu dans l'immédiat et qu'avec elle a disparu toute volonté d'avancer vers davantage d'intégration politique. On le voit avec le budget, on le voit avec le Mali, on le voit aussi avec cette affaire de réforme bancaire maintenant. Et malheureusement, les gouvernements pensent à tort que la crise de la zone euro est finie, alors que tous les problèmes d'intégration politique n'ont absolument pas été réglés et que même un certain nombre de problèmes strictement financiers, comme la question chypriote, risquent de faire repartir à assez court terme maintenant cette crise dans sa dimension proprement financière. Mais c'est vrai que là, tout de suite, on mesure l'effet pervers, malheureusement, du calme qui est revenu sur les marchés financiers. Jean-Pierre Levade. Ajouter un élément, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Duval, je voudrais ajouter un élément. La comparaison avec le Mali n'est pas fondée, Marc, parce que on sait bien, on le déplore ou on s'en réjouit, peu importe, mais on sait bien qu'il n'existe pas d'Europe de la défense, on sait bien qu'il n'existe pas d'Europe des affaires étrangères. Et donc au Mali, il y avait urgence, François Hollande est intervenu de manière unilatérale, très bien. Là, sur l'aspect bancaire, nous sommes dans une situation différente. Il y a eu une décision il y a quelques mois, il y a eu une décision de l'ensemble des gouvernements de la zone euro de créer une union bancaire, c'est-à-dire de mettre en place un régulateur bancaire européen qui demain sera responsable de la bonne santé, de la totalité de la finance de la zone euro. Et la contradiction est que, en même temps qu'on crée cette union bancaire, les États nationaux se mettent à légiférer pour leur propre compte, alors qu'on sait très bien que demain, cette législation devra s'effacer devant la règle commune. C'est une création... Réclamer le fédéralisme et le souverainisme revient au galop. Et faire le contraire en même temps. Donc il y a une contradiction fondamentale. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur la politique européenne. Vous avez parfaitement raison, Guillaume Duval, avec le bazooka de la BCE, intervention illimitée pour soutenir les États face au marché, on a gagné du temps. Il s'agissait simplement de gagner du temps. Et ce temps a été perdu. On avait gagné du temps pour les politiques, on demandait aux politiques un leadership, on demandait d'avancer dans la constitution de l'Union européenne, notamment au niveau bancaire. En fait, on voit bien avec ce budget européen qu'on n'a pas du tout avancé sur la construction d'une unité européenne, on a avancé dans les petits arrangements entre amis. Pendant ce temps-là, l'Inde, la Chine, les USA sont des pays continents qui mettent en œuvre des stratégies mondiales pour mettre en place des champions nationaux gigantesques. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On grignote un petit peu la PAC, on avance un tout petit peu sur les fonds structurels. Enfin bref, c'est vraiment lamentable. Le Parlement européen, tout parti confondu, l'a dit. Cet arrangement de vendredi ne tiendra pas parce que le Parlement européen ne le laissera pas passer parce qu'il témoigne simplement d'une absence totale de leadership en Europe. On a des compromis entre amis, des fronts qui se refont. L'Allemagne s'allie une fois avec la France, une fois avec la Grande-Bretagne. Et tout ça pour aboutir à quoi? À une carence absolue à la tête de l'ensemble que nous essayons de former. Et qui donne ce titre des Échos de ce lundi 11 février, budget européen, les projets d'avenir sacrifiés. Jean-Pierre Levade et Guillaume Duval. Je pense que c'est une nouvelle illustration de ce qu'on disait. La zone euro est frappée par une évolution extraordinairement dangereuse qui est la divergence des différents pays. L'Europe du Nord prospère, qui construit sa prospérité sur l'exportation et l'efficacité de son appareil industriel, et l'Europe du Sud qui
se désindustrialise à grande vitesse et qu'il y a un déficit de balance commerciale. Il est clair que pour refabriquer une cohérence économique, il faut que le centre, c'est-à-dire l'Europe, ait des moyens d'action puissants. Or, on fait le contraire. On désarme le centre. Quoi, par exemple, un moyen d'action puissant? Un budget d'investissement en matière de recherche, en matière de technologie, un budget d'investissement, c'est pas le cas. On fait le contraire. Et donc... et puis des stratégies à l'échelle européenne, surtout en matière industrielle. La stratégie sans instrument, ça ne sert à rien. Et quand on n'a pas d'instrument, on ne se pose même pas la question de la stratégie. Donc c'est le vide absolu. Et donc la zone euro reste sous tension de divergence entre ces différents États membres. Guillaume Duval. Le problème fondamental tel que je peux l'apprécier aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où l'Allemagne, et pas simplement le gouvernement Merkel, mais aussi une très large partie de son opinion publique, s'imagine qu'elle peut vivre toute seule, comme une sorte de grande Suisse industrielle dans le cadre de la mondialisation, et qu'elle n'a plus besoin de s'embêter avec ces petits Français arrogants, cette Europe emmerdante et coûteuse, et que ça peut marcher comme ça pour elle. Je crois que c'est une illusion totale du point de vue des intérêts allemands. Le problème, c'est que ça va être très difficile tant que cette illusion ne sera pas dissipée en Allemagne même. Il peut y avoir quelques éléments qui aillent dans ce sens dès cette année, puisque le chômage va progresser en Allemagne, puisque oui, c'est un peu l'effet du mirage allemand dont vous parlez dans votre livre, hein, tout ce qu'on accorde comme vertu à un supposé modèle allemand, dont vous dites qu'eux-mêmes, ils sont prêts à le dénoncer, parce qu'il est plus de l'ordre parfois du mythe, comme par exemple la question de l'enrichissement, que de la réalité. Oui, il y a des choses très intéressantes dans le modèle allemand, mais ce n'est pas malheureusement... C'est pas celui qu'on croit, vous dites-vous. Ce n'est pas malheureusement les réformes de Schröder qui sont les plus intéressantes là-dedans. Mais simplement, l'Allemagne est elle aussi trop petite pour survivre seule dans le contexte de la mondialisation, mais elle n'en a malheureusement pas encore conscience. Un mot, Jean-Pierre Leval et Guillaume Duval, sur par exemple notamment François Hollande qui mardi dernier fustigeait l'euro fort, demandant, je le cite, une réforme du système monétaire international, persuadé que c'est là la seule solution, a-t-il dit, sinon, je le cite à nouveau, tous nos efforts de compétitivité seront annihilés par le cours élevé de l'euro. Quelle forme prendrait cette réforme-là? Mais à nouveau, c'est une parole française, égoïste et sans espoir. Pourquoi? Parce que compte tenu de la divergence des différentes zones de l'euro, l'euro aujourd'hui est sous-évalué par rapport à la situation de l'Allemagne, et bien entendu surévalué. Ah oui, sous-évalué par rapport à l'Allemagne, ouais. Par rapport à l'Europe du Nord. Ouais. L'Europe du Nord a un excédent considérable de balance commerciale. Donc ça veut dire que pour l'Europe du Nord, l'euro est sous-évalué. Mais pour l'Europe du Sud, et il est surévalué pour l'Europe du Sud. Donc s'imaginer qu'on va résoudre nos problèmes en obtenant une variation de l'euro, qui est d'ailleurs politiquement à peu près impossible, alors que le problème, c'est celui de mettre fin à la divergence des fondamentaux dans la zone euro. À nouveau, c'est prendre l'apparence pour la réalité. Enfin, quand même, la guerre des monnaies est lancée par les Japonais, qui font baisser sciemment leur monnaie, le yen. Est-ce que nous, on peut continuer avec un euro qui est quand même relativement fort? Réponse. Pour l'instant, Brice, vous avez peut-être raison à 1 an ou 2 d'ici, mais pour l'instant, la balance commerciale japonaise est également déficitaire, ce qui est une innovation extraordinaire, due probablement à l'explosion nucléaire d'il y a 2 ans. Mais pour l'instant, la balance commerciale japonaise est déficitaire. Guillaume Duval? Oui, mais justement, enfin, Jean-Pierre Leval a raison, mais en même temps, c'est justement la question de savoir s'il y a un intérêt européen commun. L'intérêt européen commun, c'est évidemment aujourd'hui, ce serait évidemment aujourd'hui d'avoir un euro moins fort, ou en tout cas qui cesse de se renforcer, comme c'est le cas ces derniers mois. Si on veut espérer réindustrialiser quelque peu, non seulement la France, mais l'Espagne, le Portugal, si on veut espérer ramener quelques touristes en Grèce et qu'ils n'aillent pas tous en Turquie,
dit il faut un euro moins fort qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça peut représenter un déséquilibre supplémentaire pour l'Allemagne, mais c'est la question de savoir si on est capable d'avoir une politique commune qui correspond aux intérêts de l'ensemble des Européens. Ça n'a rien d'impossible, c'est prévu par les traités, c'est simplement une disposition qui n'a jamais été utilisée jusqu'à maintenant, effectivement parce qu'il y a des intérêts divergents, et d'autre part les autres pays, enfin les autres grandes zones monétaires, comme on l'a dit, ont elles des politiques de change, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas nous non plus, simplement c'est vrai que c'est une nouvelle fois les divergences d'intérêts entre Européens qui font que ce n'est pas possible pour l'instant, et en particulier l'égoïsme allemand dans l'affaire. Brice Couturier. Oui, c'est vrai que moins l'Europe fonctionne et plus les Allemands seront tentés de prendre le large et de suivre les Anglais dans la voie qui nous mènerait à un grand marché sur lequel il y aurait une concurrence et une complémentarité, mais plus de politique commune. Je voudrais revenir sur le livre de Guillaume Duval, parce que j'ai été un fort propagandiste, que Marc l'a souvent dit, du modèle allemand, et le bouquin de Guillaume m'a beaucoup convaincu. Pas entièrement, mais j'aurais dû poser 2-3 questions à propos de son livre. Bon, vous montrez, Guillaume Duval, dans ce livre Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes, que ce que nous croyons être le modèle allemand, c'est-à-dire les réformes Schröder, en fait, c'est bien antérieur. Le modèle allemand, pour vous, c'est le corporatisme d'entreprise, c'est la décentralisation et le fédéralisme que, justement, les Allemands cherchent à nous imposer au niveau européen. Bref, les raisons du succès allemand ne datent pas de Schröder, elles sont, vous le montrez de manière tout à fait tout idée reçue, hein, c'est d'avant. C'est bien avant. Ça, en fait, c'est dès le 19e siècle, dès le Zollverein, dès les années 30 du 19e siècle, vous nous montrez que le modèle allemand a pris naissance et qu'il est sans doute mieux adapté à la situation que nos économies doivent affronter aujourd'hui que le modèle français. Mais vous nous dites aussi que les réformes de Schröder, au lieu de garantir, d'améliorer ce modèle, l'ont finalement détérioré. Est-ce que vous maintenez cette théorie quand on pense que dans les années 1990, toute l'Europe présentait le modèle allemand comme l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe? Souvenez-vous, à l'époque, le commerce extérieur s'effondrait, le chômage avait explosé, il était supérieur au nôtre, aujourd'hui il est moitié moindre. Quand même, malgré tout, vous devez reconnaître, alors je vous taquine sur votre thèse, que les réformes de Schröder, certes, ont rendu l'État-providence moins généreux en Allemagne qu'il ne l'est en France, c'est évident pour les chômeurs de longue durée en particulier, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un marché du travail extrêmement dynamique comme c'est le cas en Allemagne, et quand on tombe dans le chômage, retrouver du boulot, plutôt que d'avoir un modèle soi-disant généreux comme le modèle français, où on peut certes rester 24 mois au chômage, mais au bout de ces 24 mois, on tombe au RMI. Alors, Guillaume au RSA, sur les limites du modèle français, tout à fait d'accord, on a plein de choses à changer et beaucoup de choses à apprendre d'ailleurs des Allemands sur beaucoup de notions. Simplement, sur les raisons pour lesquelles l'Allemagne va mieux aujourd'hui, et va mieux depuis 2005 en gros que le reste de l'Europe et que la France. Je pense qu'il y en a 3 qui n'ont strictement rien à voir avec les réformes Schröder. La première, c'est que l'Allemagne a perdu de la population. L'Allemagne, c'est un pays qui a perdu 500 000 habitants depuis 2000 et nous, on a gagné 5 millions d'habitants depuis 2000. C'est bien d'avoir des jeunes pour l'avenir et tout, mais en attendant, il faut les loger, les nourrir, les éduquer, et ça fait des dépenses privées et publiques plus importantes. L'autre chose qui est très importante, c'est que ça fait une pression très forte sur l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,5 en France depuis 1995. Ils n'ont pas bougé d'un poil en Allemagne. On est aujourd'hui dans un ratio de 1 à 3. Un logement en Allemagne, ça coûte en moyenne 1 300 € du mètre carré. Un logement en France, ça coûte 3 800 € du mètre carré. Donc ça, c'est considérable et ça explique beaucoup plus que tout le reste la stabilité des coûts salariaux en particulier dans ce pays. La deuxième chose de l'Espagne et de l'Italie où la démographie est aussi médiocre qu'en Allemagne et pourtant on n'a pas les mêmes phénomènes. Bon. La deuxième chose, l'Espagne et l'Italie ont gagné de la population par l'immigration. La deuxième chose, c'est l'Allemagne. Ils se plaignent assez souvent du coût de la réunification, etc. Mais en fait, ils ont été les grands gagnants de la chute du mur parce que ils ont réussi, et c'est une vraie réussite, à intégrer les pays d'Europe centrale et orientale dans leur système productif et donc à gagner en compétitivité coût à ce niveau-là. Donc on essaye aujourd'hui de faire un peu la même chose. Enfin, Nicole Bricq défend la colocalisation, etc. Mais eux l'ont réussi et c'est un effet déterminant, mais ça n'a strictement rien à voir avec les réformes Schröder. Troisième chose, c'est qu'ils ont profité à plein d'une spécialisation productive qui est tout à fait adaptée à l'explosion de la demande des pays émergents. En particulier, il y a une chose qu'on souligne pas suffisamment dans le débat public français, c'est que les Allemands, ils fabriquent des machines.
L'Allemagne, c'est 18% de l'emploi en Europe en moyenne, et c'est 33% des gens qui fabriquent des machines en Europe. La France, c'est 12% de l'emploi en Europe en moyenne, et c'est 8% des gens qui fabriquent des machines, 4 fois moins qu'en Allemagne. Donc effectivement, quand les usines poussent comme des champignons en Inde, au Brésil, en Chine, etc., c'est des machines allemandes qu'on installe. Quand Renault fait une usine à Tanger, c'est des machines allemandes qu'ils installent, et ça marche bien pour eux. Et la même chose pour les voitures de luxe. Donc ça, c'est les raisons principales pour lesquelles l'industrie allemande a bien marché. En plus, il y a des raisons qui sont liées à la crise. Donc depuis la crise, l'Allemagne a bénéficié de taux d'intérêt extrêmement bas, et non seulement l'État allemand, mais les acteurs privés allemands. Et la deuxième chose, c'est que l'Allemagne a bénéficié aussi depuis la crise de ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire la baisse de l'euro. Les excédents allemands, c'était 160 milliards d'euros en 2007 avant la crise, mais c'était fait aux 3/4 sur la zone euro. Les excédents allemands, c'est aujourd'hui 180 milliards d'euros, mais c'est fait aux 3/4 hors de la zone euro parce que l'euro est passé de 1,6 à 1,3 et c'est eux qui ont tiré le profit de cette baisse de l'euro en exportant davantage en dehors de la zone euro. Donc ils ont été les gagnants de la crise et ils avaient d'autres raisons structurelles mais qui n'avaient strictement rien à voir avec les réformes Schröder de bien se porter depuis 2005. Tant mieux pour eux, mais simplement si on applique le schröderisme partout en Europe, on va dans le mur et on est déjà en train d'aller dans le mur parce qu'on est en train de le faire. Donc il faut arrêter que les socialistes français appellent François Hollande à se Gerhard Schröderiser de davantage comme on l'a entendu. En général, c'est pas les socialistes français qui les appellent à ça, c'est plutôt Brice. Jean-Pierre Levade. Je peux défendre une thèse un peu paradoxale et qui va à l'encontre de ce que vient de dire Guillaume Duval. L'Allemagne a relevé explicitement le défi de sa réunification. Sa réunification représentait, à court terme en tout cas, un handicap considérable en matière de baisse de productivité, de dépenses budgétaires, de coûts pour les finances publiques. Ils ont relevé ce défi et ont voulu explicitement rétablir leur compétitivité au niveau pré-unification et donc porter la totalité des populations d'Europe de l'Est au même niveau de performance. Donc l'Allemagne a été un facteur d'intégration et de performance économique sur un périmètre dont elle considérait qu'il faisait partie d'elle-même. Je vais défendre la thèse paradoxale que l'Allemagne aurait intérêt, mais elle n'en est pas consciente, là je rejoins Guillaume Duval, à faire la même chose sur la zone euro. Elle va être condamnée, sauf explosion de la zone euro, elle va être condamnée à faire la même chose. Pour une raison simple, dont peu de gens sont conscients, c'est que l'Allemagne, sans s'en rendre compte, a financé, depuis la création de l'euro, depuis 10 ans, les déficits de l'Europe du Sud. Et donc l'Allemagne a aujourd'hui, la finance allemande, vous voyez que la finance, les épargnants allemands, les banques allemandes, à la fois les banques de crédit et les institutions de marché, et la Banque centrale allemande, accessoirement, ont accumulé sur l'Europe du Sud plus de 1000 milliards d'euros de créances nettes, c'est-à-dire 8 ou 9 000 milliards d'euros de créances brutes. Et donc, si jamais l'Allemagne se désintéresse du problème, croit qu'elle est toute seule dans sa petite bulle, croit qu'elle peut toute seule continuer... Ah oui, ça c'est quand même une bombe atomique, ça. C'est une bombe atomique pour nous, mais aussi pour elle. Oui, aussi pour elle. Et donc, elle a un intérêt objectif, dont elle n'est pas consciente aujourd'hui, à intégrer, éventuellement, sous sa conduite économique, ça ne me choquerait pas, sous l'esprit Schröder, ça ne me choquerait pas non plus, c'est en ce sens que je me différencie de Guillaume Duval. Elle a un intérêt majeur à intégrer, à être un facteur d'intégration. Il faut que la Grèce soit un nouveau Hollande allemand, quoi, grosso modo, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais alors jusqu'au bout de votre remarque, la réaction allemande par rapport au problème grec a montré que malheureusement, elle ne comprenait rien à ce qu'étaient ses intérêts objectifs. Mais parce que c'est toujours la campagne électorale, cela dit, pour tout le monde, tout le temps. Est-ce que c'est pas ça qui tord parfois? Mais la campagne électorale n'interdit pas normalement de rappeler ce que sont les fondamentaux.
qui dit au peuple allemand, nous avons aujourd'hui 8 000, 9 000 milliards d'euros de créances brutes, certainement pas Angela de Merkel qui est en campagne électorale. Brice Couturier. Oui, mais enfin, l'Allemagne peut avaler la RDA parce qu'elle a la souveraineté nationale sur ce pays, parce qu'il s'est rendu finalement à la suite de la guerre froide à l'Allemagne fédérale, mais l'Allemagne n'a pas ni le pouvoir, ni je crois les moyens financiers d'absorber l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal. Non, mais simplement, c'est là qu'on rejoint la question du budget. Si vous voulez, les Allemands sont très réticents à faire davantage pour aider l'Espagne, la Grèce et le Portugal, parce qu'il s'agirait de donner de l'argent au gouvernement espagnol, au gouvernement grec, et qui n'ont aucune confiance dans sa capacité à dépenser utilement cet argent. Mais par contre, ce qui est possible, ce qui devrait être possible, ce qui est nécessaire, ce serait de développer des institutions européennes pour dépenser de l'argent en Grèce, en Espagne, au Portugal, etc. En particulier sur la question de la transition énergétique. On est dans une situation totalement absurde. La Grèce, c'est un pays qui reçoit 1,5 fois plus de soleil que l'Allemagne, et c'est un pays qui produit 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. L'Espagne a un potentiel en matière solaire qui est considérable et qui est sous-utilisé à l'heure actuelle, et qui ne sera pas utilisé parce que les Espagnols ne vont pas investir là-dedans dans le contexte où ils sont. Et l'Allemagne, pour vous répondre, Brice, l'Allemagne devrait comprendre qu'elle a un intérêt allemand à avoir une politique macroéconomique un peu plus coopérative au niveau européen. Alors, je voudrais vous faire écouter deux archives qui concernent aussi cette fois, par exemple, les situations d'exil et de préférence pour l'exil fiscal chez les uns et chez les autres. C'est un des volets notamment de la réforme bancaire dont nous parlions au début de l'émission, pour une obligation de transparence des banques sur la présence dans les paradis fiscaux, mais à la manière de l'alternative économique de ce mois de février 2013, les riches sont-ils à plaindre? La France ne martyrise pas ses riches, dit Alter Eco. Au contraire, on a voulu s'intéresser à cette question, notamment avec la question qui a quand même occupé aussi beaucoup tout le monde ces mois derniers, la question belge. Écoutez donc l'exil fiscal de Belges vers la France, qu'il considère bien plus avantageuse que ce qu'on pense de l'autre côté, ici. Écoutez cet extrait du journal du 24 mai dernier de la RTBF. Philippe van Kersbilk du réseau pour la justice fiscale était l'invité du journal de 13 heures. La vérité en Belgique, c'est que, effectivement, l'imposition moyenne est élevée, mais très spécifiquement, les travailleurs et les salariés portent une lourde part de la fiscalité. Et pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'acteurs économiques qui ont des moyens beaucoup plus importants sont soit très peu, soit pas du tout soumis à la fiscalité. Deux exemples. Les Français très fortunés viennent s'installer en Belgique. C'est bien parce que la Belgique est, et c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le voient. Donc les grosses fortunes doivent être taxées davantage? Très clairement, si on veut avoir une fiscalité équitable en Belgique, il faut savoir qu'aujourd'hui en Belgique, un certain nombre de revenus sont taxés légalement à 0%. Le taux légal d'impôt sur la plus-value d'action est de 0%. Nous avons écrit, et ça n'a pas été contesté, que Albert Frère paye avec ses holdings moins d'impôts que sa concierge. Et nous disons, si on veut maintenir un modèle social correct en Belgique, dont on a besoin, eh bien, une des mesures nécessaires, c'est un impôt sur les grandes fortunes. Voilà. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que les classes moyennes, elles sont effectivement beaucoup plus taxées qu'en France et que du coup, certains Belges des classes moyennes viennent s'exiler chez nous. Toujours la RTBF, reportage du 28 janvier dernier. Un Bernard Arnault qui s'exilerait fiscalement, ça ne plaît pas à la France. Le PS français au pouvoir depuis mai dernier a donc envoyé chez nous 2 députés, une brigade anti-exil fiscal, prête à tout pour stopper Bernard Arnault et consorts. Face à face, socialistes de Belgique et de France n'ont pas eu de difficulté à dégager des pistes de travail dans ce dossier sensible en France. Côté belge, on s'inquiète également des conséquences de l'exil fiscal. Si certains se réjouissent que Bernard Arnault ou d'autres viennent en Belgique pour des raisons fiscales, on ne doit surtout pas s'en réjouir, parce que la Belgique est aussi victime de ce genre de comportement vis-à-vis d'autres pays. Et donc, il faut au contraire renforcer la coopération entre les États et avancer vers de l'harmonisation fiscale au niveau européen. Cette harmonisation, c'est un chantier de très longue haleine. La brigade anti-exil fiscal sera bientôt de retour, c'est certain. Voilà, archive délichée par Christophe Paillet, Guillaume Duval, Jean-Pierre Levade, une réaction?
Oui, donc effectivement, cette question de l'harmonisation fiscale en Europe est absolument indispensable si on veut espérer rétablir les comptes publics dans des conditions socialement et politiquement acceptables pour la grande majorité de la population. Et on voit que c'est toujours là-dessus que ça coince. Si vous voulez, quand Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, la première chose qu'il a fait, c'était de porter le taux marginal d'imposition à 80%, et il est resté jusque-là, jusque dans les années 70, à ce niveau-là aux États-Unis, et ça a bien marché pour tout le monde. Combien, rappelez-vous, combien 80% le taux marginal. Mais simplement, on est incapable de faire la même chose en Europe pour sortir de la crise aujourd'hui parce qu'il y a le dumping fiscal intra-européen. Et moi, ce qui m'exaspère, en particulier dans l'affaire du TSCG, c'est qu'on a fait un traité supplémentaire du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, je crois. Oui, enfin, oui. Le fameux traité... Stabilité budgétaire. On l'a fait sans les Anglais, qui n'auraient jamais marché dans une affaire d'harmonisation fiscale, mais il ne contient strictement aucune disposition en matière de progrès dans le domaine de l'harmonisation fiscale. Et ça, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Et vraiment, c'est vrai que c'est un des points, quand François Hollande avait dit qu'il renégocierait ce traité, c'était au moins un des points que j'espérais qu'il ferait progresser. Pour l'instant, si on ne progresse pas sur l'harmonisation fiscale, on va dans le mur. Et en particulier, les grands pays vont dans le mur parce qu'il y a une asymétrie sur cette question entre petits pays et grands pays. Quand un petit pays baisse ses taux d'imposition, il peut attirer suffisamment de riches ou d'entreprises pour qu'au final, ses rentrées fiscales augmentent. Quand un grand pays est obligé de les suivre, il est forcément perdant au niveau des rentrées fiscales. Jean-Pierre Leval, et nous arrivons quasiment au bout de l'émission. Je suis complètement d'accord sur cette partie de l'analyse, en ajoutant simplement deux choses. Vous allez finir par embaucher Jean-Pierre Leval d'Alternative économique. Pas entièrement. On voit bien que sur l'Allemagne, on a quelques divergences. Deux éléments simplement. Si on veut aller vers une harmonisation fiscale, il faut que les gouvernements français, quels qu'ils soient, acceptent l'idée d'un compromis. C'est-à-dire acceptent l'idée qu'ils ne vont pas imposer tel quel leur schéma fiscal, mais se prêter à la discussion. Deuxièmement, c'est vrai que les petits pays ont un avantage majeur à entretenir leur niche fiscale, et donc sont très réticents. On pense à l'Irlande, on pense au Luxembourg, on pense éventuellement à la Belgique, mais d'un autre côté, cela fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que la City de Londres entretient un avantage fiscal absolument incroyable, ce qu'on appelle les non-résidents, les résidents non domiciliés, quelque chose comme ça, ou les non-résidents non domiciliés. C'est un avantage fiscal considérable donné aux étrangers qui viennent travailler à Londres. Cet avantage n'a jamais été dénoncé par les autres pays européens. Donc on voit bien qu'au cœur même du système... On se souvient de Cameron invitant les Français, remerciant François Hollande de permettre à beaucoup de Français de s'exiler pour des raisons fiscales à Londres. Oui, donc il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi à faire notre propre examen de conscience. Il ne faut pas oublier que nous, les taux de prélèvement obligatoires en France sont les deuxièmes de l'OCDE, juste derrière le Danemark. Et s'il y avait une unification, il est peu probable qu'elle se fasse au niveau de la France, mais plutôt entre les moins 10 ans et les plus 10 ans fiscaux.